Donc, je répète la fin. Donc, si l'attaquant arrive à resynchroniser l'IDS avec ce nouveau numéro de séquence, il va pouvoir envoyer un RST avec le numéro de séquence qui a désynchronisé l'IDS. Enfin, plus 1. Ce qui fait que l'IDS va considérer comme quoi la connexion est terminée et que les paquets TCP suivants qui vont être envoyés depuis l'attaquant vers la victime seront de toutes les façons ignorés par la victime parce que la session est terminée. Chose qui est erronée. Il va de soi que cette attaque ne va pas fonctionner avec tous les IDS. Hein. D'accord? Qu'on soit bien d'accord. On a aussi la désynchronisation pré-connexion. Donc, dans ce cas-là, au lieu que l'attaquant désynchronise l'IDS après l'établissement d'une connexion entre lui et la victime, ici, il va essayer de désynchroniser l'IDS avant qu'il n'arrive à se connecter, enfin, qu'il y ait une synchronisation avec la victime. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer un signe initial avant que la véritable connexion ne soit établie, mais avec un checksum TCP invalide. Donc, si l'IDS ne vérifie pas le checksum et qu'il accepte le signe, alors que le système de la victime, lui, vérifie le checksum et considère ce signe comme étant quelque chose de faux, alors l'IDS sera synchronisé avec un certain numéro de séquence, tandis que la victime n'aura pas encore établi l'attaquant n'aura pas encore établi de connexion avec la victime, puisque la victime va abandonner ce paquet. Après cela, l'attaquant va envoyer... donc, l'attaque est synchronisée et un nombre de séquences faux est envoyé à l'IDS avant que la véritable connexion ne se produise avec la victime. Donc, pour l'IDS, lui, il attend des paquets avec un certain numéro de séquence, alors que la victime va avoir d'autres numéros de séquence dans la même communication. On avait vu la fragmentation au début du cours, donc on va pas en fait, c'est quoi? C'est que ici, la fragmentation et la découpe de session vont être un peu similaires, sauf qu'elles ne sont pas au même niveau de la pile protocolaire. Là, c'est au niveau de l'IP. Donc ici, l'attaquant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser différentes méthodes de fragmentation pour évader l'IDS. Il faut savoir comme quoi, selon les techniques de réassemblage, etc., il peut y avoir des IDS qui utilisent certaines techniques de réassemblage, tandis que les systèmes cibles vont utiliser d'autres techniques de réassemblage, faisant en sorte que le paquet réassemblé au final au niveau de l'IDS et au niveau du système cible ne seront pas les mêmes. Parce que l'un va utiliser, par exemple, une technique de réassemblage FIFO, tandis que l'autre va utiliser une technique de réassemblage LIFO, et ainsi de suite. Le session splicing, c'est une méthode d'évasion qui va être au niveau de la couche réseau, qui divise la chaîne sur plusieurs paquets. Et les données dans les paquets est divisées en petites portions d'octets pour que, lors de la livraison, la correspondance de chaîne soit évadée. Alors, malgré tout, en dehors de tout ça, l'IDS aussi, il faut prendre en considération qu'il a des limites d'observation. Alors, les limites d'observation sont les suivantes. Si un événement se produit dans un réseau différent, par exemple, vous avez quelqu'un qui a connecté sa machine en utilisant la 3G ou la 4G, alors les paquets ne passeront pas par l'IDS, ce qui veut dire par l'IDS réseau. Là, on parle d'un IDS réseau. Hein.
ce qui veut dire que l'attaque ne peut pas être détectée par l'IDS. Et c'est une limite d'observation. Donc, il ne peut pas voir ce qui se passe ailleurs. Et c'est une des raisons, généralement, c'est une des raisons pour comment c'est un des points forts plutôt des HIDS, puisque les HIDS, eux, ne vont pas se baser sur qu'est-ce qui passe par le réseau, mais ils sont déjà sur le système lui-même. Et ils vont pouvoir voir ce qui se passe. Donc, même si la machine est connectée en utilisant un autre réseau, le HIDS qui est sur la machine elle-même va pouvoir voir les événements qui se passent. L'IDS ne fonctionne pas, bah, s'il tombe en panne ou si bah, il peut rien détecter. L'IDS ne comprend pas le protocole. Il faudrait que le système de détection d'intrusion comprenne le protocole utilisé pour pouvoir détecter les attaques de ce protocole. S'il ne peut pas comprendre le protocole, il ne peut pas les détecter. Imaginons que vous parlez français et arabe et anglais et que l'attaquant parle chinois. Est-ce que vous allez comprendre ce que la personne en face de vous va dire? Non, il peut très bien vous dire avec un grand sourire, vous êtes une merde, et vous ne le comprendrez pas parce que lui, il a un grand sourire et vous croirez qu'il est en train de vous complimenter. Vous n'êtes pas des merdes, hein, by the way. Bon. C'était juste un exemple. C'était un exemple, Samy. C'était pas. Oui, mais je préfère éviter ce genre de communication, de choses. Si aussi on excède la limite de bande passante, par exemple, en fait, l'IDS va avoir une certaine limite de bande passante sur laquelle il va pouvoir fonctionner de manière optimale. Au-delà de cette limite, il va plus pouvoir analyser tous les paquets qui vont arriver. Et donc, il aura du mal à faire son travail, quoi. Donc, on a vu les IDS. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est les IPS. IPS ou système de prévention d'intrusion. Donc, les IPS, finalement, c'est quoi? C'est n'importe quel outil qui utilise le contrôle d'accès pour protéger un système d'un abus de la part d'attaquants. Pourquoi on est arrivé aux IPS déjà? C'est parce que tout simplement les IDS, ils détectent, mais le problème c'est qu'ils n'empêchent pas l'attaque. Et on aimerait pas juste détecter une attaque, mais on aimerait vraiment empêcher que l'attaque se produise au plus tôt. Donc, d'où la parution de l'idée de prévention d'intrusion au lieu de détection d'intrusion. Il est conçu pour être installé, donc contrairement à l'IDS qui était en parallèle, l'IPS, lui, va être installé en série. Donc, par rapport au flux, ça veut dire que le flux va le traverser pour pouvoir continuer vers le reste du réseau. Et c'est à ce niveau-là qu'il va soit autoriser le passage, soit empêcher le passage. Il a la capacité de vérifier les protocoles de la couche 7, comme HTTP, FTP, etc., pour finalement comprendre mieux
les attaques de ce niveau, du niveau applicatif. Il peut corriger un CRC, donc un checksum, et le flux de paquets défragmentés et prévenir les problèmes de séquençage TCP. Il va aussi pouvoir nettoyer des options indésirables de la couche de transport et de réseau. Donc, l'IPS, il doit fonctionner comme un IDS pour débiter nettement moins. En fait, l'IPS, contrairement à l'IDS, si vous vous rappelez, quand on a parlé de faux positifs, faux négatifs, dans un IDS, quand on a un faux positif, c'est que l'IDS va lancer une alerte. Quand on a un faux négatif, c'est que l'IDS ne va pas détecter une attaque. Maintenant, le problème dans l'IPS, si on a un faux positif, c'est que des paquets légitimes vont être bloqués, ce qui pose problème. Donc, on doit diminuer au maximum, dans le cas d'un IPS, le nombre de faux positifs pour éviter ces blocages de trafic légitime. Alors, un exemple de positionnement d'IPS, donc généralement, comme vous voyez, il est en ligne ou en série, donc le trafic va passer par lui pour continuer. Alors, on a plusieurs possibilités d'où on va mettre l'IPS, ça dépend de plusieurs éléments, ça dépend de le budget alloué, ça dépend de ce qu'on cherche à protéger en priorité et aussi de l'énorme tâche qu'il y a de gérer les logs, les alertes et de voir finalement qu'est-ce qui se passe. Donc, on pourrait mettre un IPS en externe à l'entrée, juste au départ, à l'interconnexion entre le réseau Internet et le réseau interne et le réseau de l'entreprise. Le problème qui va se poser si on le met ici, c'est qu'il y a beaucoup d'attaques qui vont être détectées, qui déjà de toutes les façons n'auraient pas pu passer parce que le pare-feu va empêcher ce genre de paquets de passer. Donc, imaginons quelqu'un qui essaye de faire le sondage des ports d'un des serveurs de la DMZ et que vous ayez bien configuré votre pare-feu. Déjà, une partie du sondage ne va pas passer parce que dans votre pare-feu, si on parle d'un serveur qui a que le port 80 et 443 qui sont ouverts, le pare-feu n'autorisera que les paquets allant vers le port 80 ou le port 443. Il n'autorisera pas les paquets allant vers les autres numéros de port vers ce serveur. Donc, il y a beaucoup d'attaques qui sont de toutes les façons, qui ne vont de toutes les façons pas traverser votre pare-feu. Et ce sera beaucoup de travail en aval pour la personne qui va s'en occuper de traiter en fait, d'analyser ce qui s'est passé. Mais il y a un avantage à ça aussi, c'est de voir quels sont les types d'attaques qui auraient été comment dire, qui sans le pare-feu auraient été laissés passer parce que l'IPS, de toutes les façons, on a l'IPS qui va bloquer. Ça va aussi pouvoir nous permettre de dire quels sont les types d'attaques qui arrivent jusqu'à l'entrée de notre réseau et ainsi de suite. On a aussi la possibilité de le mettre en entrée de la DMZ pour protéger les serveurs de la DMZ contre les attaques de la couche 7 et autres. Et ce qui nous permettra d'empêcher ce genre d'attaque.
Et puis, on peut le mettre à l'entrée du réseau interne. Alors, ça voudrait dire là qu'on va protéger, si on le met ici, c'est qu'on protège ces machines, toutes ces machines des serveurs de la DMZ, mais aussi de ce qu'il y a sur Internet. Et on protège en même temps les serveurs de la DMZ des machines qui sont là. En fait, c'est une protection dans les deux sens. Et si on va mettre un IPS dans cette partie du réseau, ça voudrait dire qu'on va protéger notre ressource interne serveur interne des machines du réseau interne. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, il reste 3 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Non? Oui? Peut-être. Seul Dieu le sait. Et vous? Je ne sais pas si c'est la fête, je pense que vous avez cours après. Enfin bref. Bon courage et jeudi, Inch'Allah. Il ne faut pas être triste. Au revoir.